Donc, quand vous aviez fait votre action au musée Branly, quelle était votre motivation? Quel était votre message? La motivation première s'inscrit d'abord dans le cadre de ces combats que nous menons pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Lorsque l'Afrique a été soumise à ces multiples formes de domination, il est vrai que c'est le socle culturel qui a été d'abord brisé. Et ces socles culturels, notamment, entraînent aussi la destruction de notre socle identitaire. Et pour s'y faire, dans notre perception de choses, il faut aller dans ce sens, réparer d'abord ces socles culturels et identitaires pour permettre à l'Afrique d'avoir l'épine dorsale qui nous permettra de nous mettre debout et d'enchaîner cette lutte de libération à différents diapasons. Raison pourquoi nous sommes allés dans ce sens pour mener cette action qui d'ailleurs, dans l'esprit de notre manifeste politique, on parle des réparations. Et parmi ces réparations, il y a les réparations financières, culturelles, juridiques, judiciaires, historiques. Et il y a cette réparation socio-culturelle qui rentre dans le cadre de la récupération de notre patrimoine et de notre richesse. Et je pourrais conclure par notre pensée idéologique, notre doctrine politique qui prône le nationalisme africain. Et en une seule phrase, le nationalisme africain veut la récupération et la réappropriation de nos richesses, parmi lesquelles se trouve notre richesse culturelle et culturelle. Est-ce que vous pensez que quand ils vont au musée, comme les musées qui est est-ce que vous pensez que la plupart des personnes sont conscients d'où viennent ces objets et comment ils sont venus en France? Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ceux qui vont dans le musée. D'ailleurs, nous l'avions remarqué au cours de notre action au musée de Quai Branly. Ce qui s'est passé, c'est que les personnels, quelques jours après, nous avons reçu des informations. Le personnel du Quai Branly a demandé même une formation, qu'ils puissent être formés pour connaître réellement et exactement les origines de ces œuvres-là, les contextes et pourquoi ces œuvres-là se trouvent là. Donc il y a, si vous voulez, une charpe de silence qui étouffe toutes les tragédies, tous les crimes horribles qui ont été perpétrés, notamment dans le contexte, en Afrique, disons, dans le contexte de pillage de ces œuvres-là. Donc notre action avait permis justement de délier les langues de la part des professionnels et des employés, notamment du personnel du musée de Quai Branly, qui a sollicité cette formation. Et je sais que dans la majorité des cas, le peuple européen dans son ensemble n'est pas informé. Et beaucoup ne sont pas informés de l'origine, des propriétaires, et même, si j'ose dire, des conditions ou des contextes dans lesquels ces œuvres ont été pillées et volées. Macron a beaucoup parlé du fait qu'il veut restituer les œuvres dans leur pays d'origine. Est-ce que vous pensez que ça va assez vite? Parce qu'apparemment, il y a 90 000 œuvres comme ça en France. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement est vraiment intéressé à faire cela? Vous savez, ce qui est insultant, c'est que la proposition d'Emmanuel Macron pour nous est une manœuvre dilatoire. Une manœuvre dilatoire qui justement a pour vocation de distraire, de gagner du temps. Il a 5 ans de mandat. Il a annoncé cela à Ouagadougou il y a cela 3 ans. Qu'a-t-il fait? Rien. Lorsque son prédécesseur arrivera, il ne fera rien. C'est une mesure dilatoire simplement pour gagner du temps. Au nom de quels critères? Au nom de quelle logique et au nom de quelle loi Emmanuel Macron décide-t-il de faire restituer 26 œuvres alors qu'il y a des centaines de milliers d'œuvres? Au nom de quoi? Quels critères a-t-il retenu? Et nous, ce qui nous énerve de plus, c'est que de par sa démarche, la France refuse justement de restituer les titres des propriétés, c'est-à-dire en disant ouvertement que nous restituons aux propriétaires leur patrimoine. Ils veulent faire une sorte de prêt derrière un jargon, je dirais, insultant qu'ils qualifient de circulation des œuvres. La circulation des œuvres n'est pas notamment celle que veut la France, d'où il garde les titres de propriété des œuvres volées, et il veut argumenter sur le sens de circulation des œuvres. D'ailleurs, si vous regardez la loi qui a été discutée à l'Assemblée nationale française, il y a 3 phrases essentielles. Tout ce que vous suivez là après ne sert à rien. 3 phrases essentielles. La première de phrase, d'où l'on dit les députés, les élus du peuple, la représentation nationale dit: nous ne sommes pas là pour remettre en cause le caractère universel de musée français. Je précise, les caractères universels, autoproclamés. Qui leur a donné ça? Derrière ça, rappelez-vous des principes d'ingérence humanitaire.
ce qui ouvrait la voie aux nations européennes et occidentales d'aller s'ingérer dans les affaires politiques d'autres pays avec leurs armées au nom du principe d'ingérence humanitaire. Et c'est ces mêmes principes-là dont on évoque la vocation universelle, notamment, qui vient encore sur le plan judiciaire, la vocation universelle et internationale des juridictions européennes qui se permettent le droit non de juger leurs hommes politiques et dirigeants, mais de juger les hommes politiques africains et du Moyen-Orient par-ci par-là. Donc, c'est ce que nous condamnons. Il y a la deuxième phrase d'où l'on dit le caractère inaliénable des œuvres qui font partie de ces musées. Vous voyez, on part de la vocation universelle au caractère inaliénable. Ce qui démontre quoi? Et la troisième phrase, violemment, où on parle, la restitution dont nous sommes en train de voter ici à l'Assemblée nationale n'est pas la réparation. Mais nous ne pouvons pas parler de restitution sans réparation. Aussi longtemps que les nations occidentales ne payeront pas, ne vont pas réparer, ça continuera. Parce que quelques siècles plus tard, on verra le même, comme la barbarie autrefois de l'armée américaine qui est allée, je cite, en Irak, où il a touché des sites historiques et culturels millénaires. Nous voyons la barbarie qui s'est passée au Yémen. Nous voyons les Marines américains entre 1915 et 1935, pendant 20 ans, ils ont envahi l'Haïti et commis des massacres en détruisant des pièces uniques, des œuvres d'art culturelles, des instruments de musique uniques, des tambours phénoménales en Haïti. Donc on voit dans cette vocation de la loi du président Macron une volonté ferme de rester dans le statu quo et de pouvoir, comme le sait bien le faire la France, une forme de corruption vis-à-vis des élites, notamment africaines, qui vont se taire pendant ce moment. C'est pourquoi nous avions entamé cette démarche de la diplomatie active pour contrecarrer cette mauvaise foi, jusque-là manifeste de l'État français. Juste dernièrement, vous avez fait ça aussi aux Pays-Bas, en Belgique aussi. Donc, pour vous, est-ce que vous pensez que ces pays européens, ils ont du mal à faire face à leur passe coloniale? Oui, oui. Les nations et les dirigeants européens veulent mettre un trait, si vous voulez, dans leur passé colonial. Et c'est pourquoi même quand vous allez dans la plupart des pays occidentaux, on parle de la logique de l'assimilation. Non de l'intégration, mais de l'assimilation. C'est une façon de lobotomiser le peuple, de vous effacer votre mémoire. Or, je pense que les nations occidentales et européennes devaient accéder à une forme de maturité. Cette maturité voudrait qu'ils reconnaissent les crimes qu'ils ont commis, qu'ils assument leur passé historique. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'ils pourront justement apaiser, ou si vous voulez, penser les blessures qu'ils ont causées de l'autre côté et créer un véritable socle de coopération, de fraternité entre les États, entre le peuple, où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. Où je pense même que notre humanité aura beaucoup à gagner lorsqu'on a ce courage-là de faire face à son passé. Rappelez-vous de la situation en Afrique du Sud, initiée par Nelson Mandela, selon les valeurs d'ailleurs que j'ai préconisé ici, notre socle culturel d'Ubuntu, que nous appelons Bumuntu. Lorsqu'il a remis ça en place, nous avons fait face à notre passé. Même aux violences qui pouvaient être considérées comme autodéfense. Lorsque les Noirs perpétraient ces crimes-là, ou je dirais cette réponse-là, c'était justement pour se défendre face à la violence qui était en face. Mais Nelson Mandela a obligé même à certains compatriotes sud-africains de pouvoir avouer ce qu'ils ont fait. Nous avons fait face à ça. Et c'est ce qui justement a permis d'établir un socle de coopération et de cohabitation pacifique entre nous, entre le peuple sud-africain, les différentes communautés et peuples qui y trouvent. Donc les nations européennes sont réfractaires au changement, sont réfractaires au progrès, refusent catégoriquement de faire face à cette réalité et à leur passé historique. Et c'est la condition sine qua non pour justement réparer leurs erreurs et permettre notamment à vaincre l'esprit de la haine, de la vengeance et de la rancœur qui anime beaucoup de peuples qui ont été victimes de leur politique nauséabonde. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va